Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Et pour notre programme de ce dimanche 2 août, nous vous invitons à suivre l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Meg, Lisa et Floriane. Pour vous présenter, on en parle à Taïwan de ce premier dimanche du mois d'août. Alors, des sujets pour une fois, ce sera moins désastreux pour Taïwan, on pourrait dire. Parce que en général, on parle souvent des difficultés que rencontrent les Taïwanais, en fait. C'est pour ça que je dis, on peut changer une fois, en fait, n'est-ce pas ? Oui, moi je vais parler de quelqu'un qui a rencontré et surmonté des grandes difficultés, surtout. Voilà, c'est pour ça. Un exploit. Un exploit, c'est un côté positif, oui. Et moi, je vais vous parler des animaux mignons du zoo de Taipei, mais aussi de la dimension politique des échanges entre les zoos. Ça devient moins mignon, en fait, dès qu'on parle politique. Pour les zoos, en tout cas. Et moi, de mon côté, je vais vous parler de la chaleur l'été, en fait. On dit la canicule en France, mais il fait chaud aussi à Taïwan, avec notamment le projet du gouvernement de ce qu'on appelle la forêt urbaine, qu'on parle récemment, à l'antenne de RTI. Alors, on commence par les animaux ou l'exploit féminin Féminin, alors... féminin, pardon, oui. Allez, je me lance. Alors, oui, je voulais vous parler des animaux du zoo de Taipei, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent au zoo en ce moment, et en particulier l'arrivée d'un couple de pandas roux chinois, qui a fait ses débuts au zoo mercredi, après 1 mois de quarantaine. Alors, c'est un couple, c'est un mâle et une femelle, appelés Lele et Tian Tian. Ils sont arrivés à Taipei le 6 juin. Ce sont des anciens pensionnaires du zoo de Shanghai qui ont été offerts dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 2024 pendant le forum Taipei-Shanghai. Alors, il y a eu une cérémonie de présentation des pandas roux avec le maire de Taipei, Jiang Wan'an, qui a déclaré que ces 2 animaux symbolisaient l'engagement des 2 villes à protéger les espèces menacées et la biodiversité et à promouvoir le développement durable. Parce que les pandas roux, c'est une espèce menacée. D'accord. Voilà. Ensuite, on peut dire que ce transfert a pris du temps. Le zoo de Taipei a envoyé du personnel à Shanghai à 3 reprises après la signature de l'accord pour se former au sujet du régime alimentaire et des soins que nécessitent ces petits pandas roux. Ce qui me semble un petit peu étrange puisque le zoo de Taipei a déjà des pandas roux. D'accord, c'était ma question en fait. Mais les pandas roux chinois, c'est peut-être différent. Peut-être. Ils ont des régimes alimentaires différents, je sais pas. Non, mais apparemment, au zoo de Shanghai, ils étaient habitués à manger certaines choses, par exemple des œufs durs. Ah. C'est possible que d'un endroit à l'autre, ils leur donnent pas la même chose. Et à Taïwan, on mange des œufs crus. Je plaisante. Donc, ils ont gardé les œufs dans le régime, mais bref, voilà. Ensuite, sans doute pour pas aussi que les pandas soient juste envoyés comme ça par la poste pour et puis être dépaysés, quoi. Qu'il faut un petit peu encadrer tout ça. On sait par exemple que Lele mange très bien, tandis que Tian Tian passe plus de temps à s'habituer à son nouvel environnement. Donc un peu plus difficile pour elle de s'habituer. Et les responsables du musée ont expliqué qu'ils tenteraient de pousser ces 2 nouveaux pandas roux à s'accoupler avec ceux qui résident déjà au zoo de Taipei lors de la prochaine saison de reproduction pour améliorer la diversité génétique des futurs petits, pour pas que ce soit toujours les mêmes pandas roux qui se reproduisent ensemble. Est-ce qu'on sait l'origine des premiers locataires pandas roux au zoo de Taipei ? Je ne sais pas. D'accord. Si ça vient peut-être aussi de la Chine. Peut-être. En échange, et toujours dans le cadre de cet accord, le zoo de Taipei va envoyer des gibbons à main blanche. C'est une espèce menacée d'extinction au zoo de Shanghai, donc, et sans qu'on sache pour l'instant combien de singes sont concernés et quand ce transfert va avoir lieu. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce transfert, d'une certaine manière, c'est un succès politique pour le maire de Taipei, Jiang Wan'an, qui est membre du Kuomintang. Donc c'est le principal parti d'opposition à Taïwan qui prône un rapprochement et des échanges plus étroits avec la Chine.
et qui, en général, accusent le gouvernement taïwanais dirigé par le DPP d'être la cause du refroidissement des relations avec Pékin. Donc Jiang Wan'an dirige la ville depuis 2022 et donc c'est sous son mandat que ce protocole d'accord a été signé. Et donc c'est une manière pour lui de montrer que le KMT, c'est le parti aussi du dialogue avec la Chine et que ce genre d'échange contribue à la paix, mais aussi que le KMT est le seul interlocuteur raisonnable et fiable pour négocier avec le gouvernement chinois, même si il faut quand même rappeler que c'est un accord de ville à ville, donc c'est pas un accord de parti à parti, mais quand même c'est une sorte de succès. Et pour la Chine aussi, ce transfert, c'est une opportunité de communication. Il y a l'agence de presse d'État chinoise Xinhua, Chine Nouvelle en français, qui a publié mercredi un long article titré « Les pandas roux offerts par Shanghai gagnent les cœurs à Taipei malgré les freins aux échanges interdétroits imposés par le DPP ». L'article commence par indiquer que les autorités de l'île ont rejeté les demandes de la délégation taïwanaise de venir participer à la cérémonie d'accueil des pandas au zoo de Taipei et décrit la décision comme la dernière d'une série de mesures restrictives des autorités du DPP concernant les échanges interdétroits. Le gouvernement taïwanais aussi, de son côté, a critiqué la mairie de Taipei pour l'organisation de cette cérémonie. Donc la commission des affaires continentales a affirmé que c'est un événement qui s'inscrit dans la tactique chinoise dite de Front uni, donc qui est une stratégie politique du gouvernement chinois qui consiste à faire fonctionner un réseau de groupes et d'individus qui sont influencés ou contrôlés par le Parti communiste chinois et de les utiliser pour faire avancer ses intérêts. Ensuite, mercredi, le président de la commission ministérielle des affaires continentales, Chiu Choi-jung, a indiqué que le gouvernement de Taipei n'avait en fait jamais soumis de demande officielle d'entrée sur le territoire taïwanais pour les représentants de la délégation chinoise. Donc cette délégation comprenait plusieurs responsables chinois, le vice-secrétaire général du gouvernement municipal de Shanghai, la directrice de la branche de Shanghai du bureau des affaires taïwanaises, le vice-directeur du bureau et aussi une délégation de médias chinois qui devait les accompagner pour suivre l'événement. Et par contre, la maire adjointe de Taipei, Lin Yihua, a expliqué que la municipalité n'avait pas rempli de demande officielle ou contacté l'Agence nationale de l'immigration après que la commission des affaires continentales avait indiqué que les représentants chinois ne seraient pas autorisés à entrer sur le sol taïwanais. Donc elle a ajouté que la ville avait ensuite soumis une demande officielle le 17 juin et demandé à la commission d'évaluer le dossier. Donc c'est des déclarations qui sont qui sont assez contradictoires. Donc la mairie accuse la commission d'avoir en fait politisé cet échange qui devait normalement seulement promouvoir la protection des espèces. Et ensuite la Chine a remis encore une couche avec le porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Binhua, qui a condamné la décision de la Commission des affaires continentales et parlé d'obstruction des échanges interdétroits et de décision qui reflète, je cite, la tendance du DPP vers la confrontation et l'indépendance de Taïwan. Donc c'est vraiment un échange constant de déclarations d'un côté et de l'autre. Ensuite, le président de la MAC a affirmé que l'intention du chef du bureau des affaires taïwanaises de Shanghai de venir à Taïwan était particulièrement inapproprié étant donné que le bureau des affaires taïwanaises de Shanghai avait dans le passé empêché des hommes d'affaires taïwanais de revenir à Taïwan pour participer à des événements organisés par la Fondation des échanges interdétroits. Il a aussi fait remarquer que la ville de Taipei n'avait pas organisé de telles cérémonies pour l'arrivée de Tian Tian, un panda roux arrivé au zoo de Taipei en mai, mais depuis le zoo d'Asahiyama au Japon. Ensuite, la chef du groupe du DPP au Parlement, Fan Yun, a déclaré que les échanges accompagnés de conditions de nature politique n'étaient pas les bienvenus et qu'il fallait garder à l'esprit que la Chine menait souvent ce genre d'échanges avec des buts politiques. On peut penser à cet égard à la célèbre diplomatie des pandas, qui est plus connue que la diplomatie des pandas roux. Et les pandas roux, eux, se préoccupent peu de ces disputes puisqu'ils sont dans tous les cas derrière les barreaux d'un zoo, même s'ils sont probablement bien traités à Taipei comme à Shanghai. Et je crois que de manière générale, les habitants de Taipei se préoccupent peu aussi d'origine de ces pandas roux. En fait, oui. Je crois que cet événement n'a vraiment pas pris de l'ampleur chez les Taïwanais. Je pense que la plupart des personnes ne vont pas considérer cela comme
une grande contribution du maire Jiang Wan qui cherche à se faire réélire. Et après, c'est des politiciens qui peuvent créer des opportunités de communication là où il y en a. Voilà, qui créent leur propre scène là où il n'y en a pas, en fait. C'est surtout ça. Voilà. Alors, on va changer de domaine, changer de région aussi et changer d'animal parce qu'on va passer des pandas aux méduses. Qui ont leur scène, par contre. Qui ont leur scène, qui sont les reines totales de ce qui s'appelle le canal du Nord. Est-ce que vous savez où se trouve le canal du Nord ? Oui, parce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Si en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, vous ne savez pas où c'est entre l'Irlande du Nord et l'Écosse. Là où il fait froid. Mais je crois que je me suis baignée là-bas. Et en effet, j'ai vu des grosses méduses échouées sur la plage. Énormes. Effectivement, et ce sont des méduses comme ça qu'a affronté la nageuse taïwanaise Xu Wan'er. Donc elle a réussi la traversée en fait d'un côté à l'autre de ces deux territoires du Royaume-Uni qui font à vol d'oiseau 35 km. Et donc, ils sont à nager sans combinaison. Ce sont les règles pour avoir la traversée en eau libre qui soit validée. Waouh, 35 km. 35 km et à vol d'oiseau parce qu'avec les courants, on fait plus. Sans combinaison en plus. Et sans combinaison. À votre avis, ça a duré combien de temps ? Tu me l'as dit tout à l'heure, alors je vais pas le dire. Je sais pas trop. 13 heures, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est à peu près 13 heures, à un quart d'heure près, peut-être à peu près un quart d'heure de moins, mais c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment un exploit. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait déjà parlé d'elle après qu'elle ait traversé la Manche à la nage il y a 2 ans. Et en fait, je l'avais interviewée en janvier, donc il y a 1 an et demi à peu près, et elle m'avait parlé de ce défi entre l'Irlande et l'Écosse qu'elle avait déjà en projet. Et en fait, comme beaucoup de monde a envie de faire ce type de traversée, il faut réserver un bateau et un équipage de soutien énormément de temps à l'avance, en moyenne environ 2 ans. Parce que c'est pas quelque chose qui est organisé par... comme on organise un événement de compétition, en fait, c'est vraiment chaque nageur qui lance ce défi et qui organise sa propre expédition. Alors oui, et en même temps, il y a aussi des organisations. Donc là, c'est une organisation irlandaise qui est spécialisée dans l'organisation de ce type de traversée. Mais qui apporte de l'aide technique. C'est ça, donc le bateau et puis le personnel qui connaissent très bien aussi les circonstances et qui sont eux qui doivent donner le feu vert du départ. Et donc en fait, l'été dernier déjà, elle s'était rendue sur place, elle s'était préparée à nager pendant longtemps dans ces eaux froides. Et en fait, elle n'avait pas eu un feu vert de départ parce que la météo ne l'avait pas permis. À chaque fois, en fait, on réserve pour une fenêtre de 2 semaines. D'accord. Et en 2 semaines, il n'y avait pas les conditions réunies pour qu'elle puisse partir. Ah, d'accord. Et donc, cette année, elle est revenue une 2e fois. Et elle a eu son feu vert pour le dernier jour de sa fenêtre. Elle était 2 jours avant encore à se dire « Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Pour l'instant, c'était toujours pas bon. » Donc voilà, ça demande aussi beaucoup d'organisation. Et par rapport à la traversée de la Manche, c'est beaucoup plus long ? Au niveau c'est aussi à peu près 35 km. Et j'imagine que c'est plus froid, quoi. Oui. Au niveau de la température, la Manche, elle est plutôt autour de 15 à 18 degrés en moyenne l'été, alors que là, dans le canal du Nord, c'est entre 10 et 15 degrés. Donc, oui, c'est froid. C'est très froid. Pour une demi-heure, ça va, mais pour 13 heures... Ouais, et même une demi-heure, en fait, quand c'est à 10 degrés, c'est très, très froid. Hein. Elle disait, la première fois qu'elle s'est entraînée là-bas, au bout d'1 quart d'heure dans l'eau, elle a dû ressortir parce qu'elle risquait l'hypothermie. Wow. Et c'est seulement petit à petit, en s'entraînant tous les jours, qu'elle a pu allonger cette durée pour pouvoir réussir après à traverser. Mais c'est vraiment une adaptation du corps qui doit se faire. Et surtout en venant de Taïwan, parce que les eaux autour de Taïwan, elles sont beaucoup, beaucoup plus chaudes. Et elle vit à Taïwan le reste de l'année, elle s'entraîne ici l'hiver. Et cette année-ci, elle avait participé à plusieurs nages en eau libre, notamment une course de 10 km à Penghu, donc les Pescadores, dans le détroit de Taïwan, à la mi-juin. Et là, à ce moment-là, l'eau, elle est plutôt autour de 29-30 degrés. Je pense que le plus dur, ça doit être le soleil, hein.
De nager Aussi. sous un plein cagnard à Pankrou. Ouais. Mais enfin voilà, passer d'une C'est eau à dangereux. 30 degrés à 10 degrés, c'est un écart énorme. Donc ça demande une préparation importante, donc parce qu'on n'a pas le droit de porter une combinaison pour ça. Et puis un autre des grands défis de cette traversée, ce sont les méduses, puisque la zone grouille de méduses qu'on appelle la crinière de lion, ou Cyanea capillata. Wow. Et c'est, comme tu disais, une très grosse espèce de méduse, puisque leur ombrelle peut dépasser 2 mètres de diamètre, ce qui est énorme. Et pour le plus grand spécimen jamais mesuré, ses tentacules faisaient 37 mètres. Mais C'est non. plus long qu'une baleine bleue. Quoi? C'est, bon c'est gigantesque. Alors, c'est pas la moyenne, hein, ça c'est vraiment Oui. le maximum. Mais voilà, ce sont des grosses bêtes. Et leur piqûre est décrite comme vraiment atrocement douloureuse. Ça peut causer des crampes, des difficultés respiratoires, voire un choc anaphylactique qui nécessite une hospitalisation. Donc voilà, on a seulement le droit d'avoir une sorte de graisse un peu protectrice sur le corps qui peut protéger un tout petit peu, qui aide aussi à avoir une meilleure glisse dans l'eau. Mais ça fait vraiment pas grand-chose. Et puis il y a le bateau pilote aussi qui accompagne les nageurs, qui peut scruter l'eau pour essayer d'éviter un petit peu les bancs les plus denses. Mais du coup, ça s'évite à la nage quand même. Enfin, voilà. Oh. Du coup, elle a nagé avec les méduses. Elle a aussi nagé avec les méduses. Et puis, il faut dire que le froid anesthésie une partie la douleur pendant l'effort. Ah. Mais donc, ça fait que quand on sort de l'eau, Mm. et ben, tout revient d'un coup. Et c'est violent. Enfin, Ah, ça, j'imagine. j'ai repris cette partie-là de la description des douleurs d'une autre personne qui a traversé le canal il y a 2 jours. Mhm. Donc, c'est pas elle-même qui l'a raconté encore après. Elle a juste posté un petit truc comme quoi elle avait fini à la fin du défi qu'elle a fait il y a quelques jours seulement. Et pas encore de description plus détaillée. Mais voilà, en tout cas, pour quelqu'un qui l'a passé quelques jours avant, qui racontait comment c'était intolérable en sortant de l'eau, avec toute la fatigue accumulée, d'avoir en plus cette douleur qui revient en se réchauffant. Et ça fait aussi que le taux des réussites de traversée du canal tourne autour de 40% seulement. C'est considéré comme une des traversées en eau libre les plus dures du monde. Il y a à peu près, même pas 200 personnes qui ont réussi jusqu'à maintenant en tout. Ah ouais. C'est encore plus dur que l'Everest. Il y a moins d'accompagnement. Je pense qu'on est vraiment, vraiment seul quand on est dans l'eau. On peut pas parler avec des gens autour. Ouais. On peut parler avec des méduses. Une autre difficulté, c'est aussi les courants qui sont très violents, qui sont changeants et qui peuvent pousser les nageurs au-delà de leur trajectoire, ce qui rallonge beaucoup les distances. En ce qui concerne la traversée de la Manche, qui fait aussi la même distance, à peu près 35 km à vol d'oiseau, elle avait déjà dit que selon les courants, et si on arrive à nager vite ou pas, en fait, on finit par se déporter et faire une trajectoire en forme de S. Donc là, c'était le cas aussi pour ça, si on suit sa trace, qui peut faire une distance totale de 50, voire 60 km. Donc c'est vraiment long, en fait. Mais pendant cette traversée, Ça double la distance. Elle peut s'arrêter pour s'alimenter. Alors l'alimentation, ça se fait à partir d'une sorte de petite bouteille ou de choses qui sont lancées depuis le bateau attachées à une corde. Quand même, oui. Elle n'a pas le droit de toucher le bateau, donc elle garde les pieds dans l'eau, elle boit la tasse en même temps qu'elle se nourrit parfois. Et elle dit qu'elle se nourrit à peu près 1 fois par heure, mais c'est vraiment quelque chose de très bref, et ça prend 20 à 30 secondes, parce que pendant le temps où tu te nourris, tu ne nages pas, et quand tu ne nages pas, le courant t'emporte. D'accord. Donc ça fait qu'il y a beaucoup plus à récupérer après pour chaque pause, donc c'est vraiment le plus bref possible. Ouais. Et elle n'a pas le droit de toucher le bateau, sinon ça compte comme une assistance, et donc elle est disqualifiée d'office. Donc ça reste... Il y a une alimentation qui se fait. C'est pas comme la traversée du lac du Soleil et de la Lune, où les nageurs se tournent donc le ventre à l'air et avoir la bouche ouverte, et les gens nous mettent la nourriture dans la bouche. Bon, ils touchent pas le bateau non plus. Non, c'est un peu plus exigeant comme traversée. Oui. Ouais. Et donc, en fait, c'est pas du tout sa première traversée. Elle avait fait la Manche, mais elle a aussi traversé le détroit de Gibraltar, celui de Catalina aux États-Unis, et puis d'autres, le détroit d'Osmond aussi, entre le Danemark et la Suède. Et j'ai l'impression tous ces traversées qui sont assez coûteuses, en fait. Oui. C'est elle qui les finance.
Elle en avait parlé dans l'émission, donc il y a 1 an et demi. C'est elle qui les finance. Elle donne des cours, des formations, des conférences à Taïwan pendant tout l'hiver. Et elle dit quand d'autres économisent pour s'acheter une maison, moi j'économise pour pouvoir aller nager et faire ce type de traversée. Parce que entre le billet d'avion, le logement, la formation professionnelle, la location de l'équipage aussi, toutes les personnes qui accompagnent pour ça fait vraiment un budget important. Et donc, elle travaille le reste de l'année pour pouvoir se permettre ça l'été. Parce que si elle ne peut pas mettre des combinaisons dans le seul sponsor possible, c'est pour son maillot de bain, en fait. C'est la seule... Sinon, le maillot de bain, la lampe, parce qu'elle est partie à 3h du matin aussi. Oui. Donc, elle a nagé toute une bonne partie, cette fois-ci, la nuit. Et après, il y avait des petites vidéos qui ont été transmises au fur et à mesure de la journée. Donc, il y en a aussi avec le lever du jour et puis en journée. Donc, elle est arrivée dans l'après-midi après. Mais donc, il y a les lampes aussi. Elle a une petite lampe accrochée plutôt dans son dos, au bas de son maillot, et une autre sur la tête. D'accord. Quand c'est la nuit, comme ça, il y a 2 lampes. Pour qu'on puisse la repérer, en fait. Voilà. Et elle a des lunettes qui sont différentes la nuit et le jour, parce que le jour, ça la protège mieux du soleil. Oui. Donc voilà, là, il y a aussi ça comme changement de matériel. Après, il y a un maillot et c'est tout, effectivement. Et puis, une des choses aussi qui est vraiment difficile en agence, c'est le niveau mental. Donc, il n'y a pas de paysage pour se distraire, on voit rien autour de soi, c'est juste de l'eau, à part quand il y a les méduses pour se distraire. Effectivement, ça peut être une distraction par rapport à la fatigue. Quand il fait suffisamment jour, quand on les voit, en fait. Quand on les voit. Mais donc voilà, l'aspect mental, c'est aussi une grosse difficulté. Et elle dit, au début, on pense à énormément de choses, à notre vie, à des tas de choses auxquelles on n'a pas le temps en général ou l'espace pour. Et puis après une dizaine d'heures, le cerveau se tait. Et c'est juste ressentir la nage, l'effort, tout ça. Mais il n'y a plus tout ce bruit mental. Donc je pense que ça doit être aussi intéressant à vivre. J'aimerais bien la réinterviewer si à l'occasion, de pouvoir la rencontrer comment ça se passe. Donc voilà, en tout cas c'était une chouette traversée qu'elle a fait ce mercredi, qu'elle a réussi après avoir attendu vraiment longtemps pour avoir le feu vert. Donc chapeau à elle. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est Sue Warner. J'espère pouvoir la rencontrer, que tu la rencontreras de nouveau dans une émission. Voilà, et de mon côté, après le froid, je vais plutôt parler de la chaleur, parce qu'on en a pas mal parlé, quelles que soient les parties du monde, il fait chaud, et ça crée des dégâts, on sait, et je crois que récemment, Lisa, dans une de tes news, tu avais parlé des nuits tropicales, c'est ça? Quand la température ne baisse pas le soir, et que les corps humains se fatiguent. En fait, d'après les chercheurs taïwanais, entre 2013 et 2022, pour le mois de juillet, entre 11h et au lendemain matin à 4h, les grandes métropoles taïwanaises commencent à avoir des grandes zones où la température de nuit dépasse 27 degrés. Et là, c'est 80% des cas, en fait, c'est-à-dire 80% des nuits, les températures ne chutent pas, ce qui peut causer par la suite des soucis de santé, en fait, pour les êtres humains, parce qu'on ne se repose pas vraiment, en fait, le corps reste fatigué, en fait, je sais pas comment on dit. On reste en surchauffe. On reste en surchauffe et du coup, vu toutes ces différentes situations inquiétantes, le gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement, a commencé à lancer l'idée, donc c'est un plan général national de l'ajustement urbain sur le plan climatique, mais dans ce grand plan vaste au niveau national, il y a le projet qui s'appelle les forêts urbaines. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, ça date de cet été, que le gouvernement est en train de souhaiter chaque Taïwanais puisse avoir un arbre et chaque quartier puisse avoir une zone verte. Et par kilomètre, on peut avoir une grande zone de surface verte. L'objectif, c'est pouvoir accéder à une zone verte tous les 6 minutes.
C'est pour qu'on puisse avoir une sorte de corridor verte, au moins, pour toutes les grandes métropoles. Donc maintenant, c'est le gouvernement, le vice-premier ministre qui est en charge de ce projet, qui a 3 points essentiels. Donc, c'est que chaque collectivité locale doit prévoir au moins 10 chemins, en fait, qui soient recouverts par les arbres, et que donc chaque ville doit commencer à définir ces chemins qui peuvent relier les jardins, les parcs, les écoles ou alors les parkings pour que les gens puissent sortir facilement sous des arbres. Ensuite, deuxième point, c'est utiliser un système de gestion numérique comme Singapour. Chose que je ne savais pas, qu'à Singapour, chaque arbre a une carte d'identité électronique. À Taipei, on voit beaucoup tous les arbres, ils ont un QR code. Oui, mais là, à Singapour, c'est tous les arbres, donc 6 millions d'arbres. Chacun, une carte d'identité. On peut savoir toutes ces données, tout ce qu'on fait sur cet arbre. On peut avoir un suivi. Et le troisième point, c'est de définir tout cela avant la fin de l'année, avoir un plan de définir quelle sorte d'arbres qui sont appropriés pour les milieux urbains, parce qu'on sait que les grandes villes de Taïwan souffrent des arbres qui ne sont pas appropriés pour les milieux urbains. Du coup, on voit les trottoirs qui sont cassés par les racines des arbres et on essaye de coincer les racines d'arbres sous les ciments, en fait. Et du coup, c'est mauvais pour les piétons et pour les arbres aussi à la fois. Et du coup, ça, c'est quelque chose que le gouvernement tente de mettre en place. Et à côté de ce grand projet qui est en cours, il y a une nouveauté que je souhaite compléter aussi. C'est une compagnie d'assurance, la compagnie Nanshan, qui a mis au monde la toute première assurance pour d'hospitalisation pour des chaleurs. À cause des chaleurs. Pour les coups de chaleur. Oui. Et du coup, c'est proposé à titre d'essai pour les personnes qui sont en difficulté financière à Tainan. La ville compte environ 32 000 foyers à faible revenu et toutes ces personnes qui risquent d'être hospitalisées à cause des coups de chaleur peuvent profiter d'une hospitalisation prise en charge par cette assurance. Et selon le calcul de la société, c'est que chaque hospitalisation doit coûter environ 10 000 $ taïwanais. Tout ceci sur la base, apparemment c'est déjà en place au Japon, sur l'expérience japonaise. Apparemment, sous des coups de chaleur, on a besoin d'être hospitalisé pendant 4 jours et encore 2 à 3 jours de repos une fois quitté l'hôpital. Donc, ce qui pourrait causer une perte économique à la personne d'environ 10 000 $ taïwanais, c'est-à-dire on ne pourrait pas exercer la vie professionnelle. Et du coup, c'est la société Nanshan a pris cette formule et l'a lancée à titre d'essai pour une durée d'1 an à peu près. Donc, si ça marche, ça pourrait commencer à être généralisé plus dans la ville et aussi à Taïwan. Bien sûr, dans ce cas-là, la cotisation ne sera plus gratuite que pour les foyers à faible revenu. Voilà, ça c'est donc le grand projet. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que la forêt urbaine peut donner à Taïwan, dans le sens où on sait que, surtout dans les grandes villes, chaque mètre carré compte, financièrement parlant. Et c'est sûr que mettre des arbres, c'est pas rentable directement. Oui. Et c'est pas forcément les politiques qu'on voit être en train d'être appliquées pour l'instant le plus souvent. Non. Malheureusement. Donc, ça fera du bien de voir plus d'arbres. C'est sûr que c'est toujours beaucoup plus confortable quand on est à pied ou à vélo d'être sous des arbres, ou même en scooter aussi. Qu'au lieu d'installer des grands parasols dans les villes comme on a copié depuis la Corée, et pour l'instant on les voit à Taipei et à Kaohsiung. Mais bon, ça, c'est pas la solution idéale, c'est sûr. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine présentée par Floriane, Lisa et Meg. Bye bye. À bientôt.